Bienvenue à vous, cher public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins, et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur le site. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site The Conversation, partenaire du Collège. Alors, le débat de ce soir a été organisé en collaboration avec le groupe de réflexion des avocats au sein du Collège des Bernardins, et nos invités vont apporter des éléments de réflexion autour de quelques questions et d'un sujet essentiel: la transparence a-t-elle un sens? Alors, ce thème articulé ainsi peut paraître abrupt, mais il recouvre quelques questions. On va en situer quelques-unes. L'exigence de transparence et la protection de la vie privée sont-elles conciliables? Jusqu'où peut aller notre quête de la transparence, notamment dans les médias, mais pas uniquement, sans heurter certains principes démocratiques? Et la société démocratique peut-elle résister à l'intrusion dans les consciences et à la manipulation des comportements qui bouleversent la vie sociale et même la vie politique? Tout ça sera évoqué ce soir. Et pour réfléchir à ces questions, nous recevons de votre droite à votre gauche Danielle Boursier. Bonsoir. Vous êtes juriste, directrice de recherche émérite au CNRS, où vous êtes membre du comité d'éthique, vous êtes responsable du groupe Droit, Gouvernance et Technologie au CERSA, l'Université Paris II, responsable scientifique du projet Creative Commons France, dont le CERSA est partenaire. Votre spécialité est l'informatique juridique, le e-gouvernement et l'open data. Vous êtes l'auteur, entre autres ouvrages et articles, du livre « La décision artificielle, le droit, la machine et l'humain » aux presses universitaires de France. Bernard Battier, bonsoir. Vous êtes avocat, ancien bâtonnier du barreau de Paris, ancien président du Conseil des barreaux européens. Votre domaine d'expertise est à la fois la profession d'avocat, bien entendu, en France et en Europe, face aux défis actuels, mais aussi sur le nouveau cadre réglementaire dont tout le monde parle actuellement, sur les données personnelles. Et Alexis Brézé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 2012 directeur des rédactions de Figaro. Chacun vous connaît aussi comme éditorialiste et ancien rédacteur en chef à Valeurs Actuelles puis au Figaro Magazine. Vous êtes journaliste depuis près de 30 ans. Je vous vieillis pas trop. Non. Et vous nous parlerez de la transparence vue depuis la profession de journaliste. Alors, tout de suite, on va essayer de cadrer le débat avec cette notion de transparence. Danielle Boursier, comment notre rapport à la transparence a-t-il changé? Qu'est-ce qui est rentré dans cette notion? Alors, je vais un peu jouer avec le titre. Le titre de ce débat était « La transparence a-t-elle un sens ?» Et je vais dire avoir quelques brèves réflexions sur le thème même de la transparence. Ça va être très rapide. Un premier point, ça sera le sens de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Et là, la seule chose qu'on puisse dire d'abord, d'emblée, c'est que la transparence n'est pas du tout transparente. C'est un mot dense, intense, polymorphe, et c'est très difficile de le cerner. D'abord parce qu'il a tout un réseau sémantique autour de lui, à la fois des opposés. Alors les opposés à la transparence, vous les connaissez tous, c'est le secret, le confidentiel, l'intime, etc. Il y a un deuxième aspect que je trouve très intéressant dans la notion de transparence, c'est la valeur positive ou négative de la transparence. Suivant les domaines, la transparence peut être vue de façon positive et de façon négative. Positive, bon, évidemment, du point de vue, par exemple, de la transparence des autorités publiques. Vous savez que maintenant, il y a une haute autorité à la transparence de la vie publique. Et bien, juste ce projet, donc, c'est plutôt considéré comme une avancée de la notion de transparence de la démocratie. Mais vous avez aussi la transparence négative, on va dire. C'est la transparence du citoyen, c'est la transparence de celui qui, justement, interroge Internet et se méfie pas du tout de toutes les questions qui lui sont posées ou même qui ne lui sont pas posées. Et à son insu, en fait, il devient transparent. Donc, vous voyez, le sens de la transparence fait venir à elle
mêle des notions qui peuvent être à la fois contradictoires, qui peuvent l'enrichir, et c'est assez difficile justement d'avoir une seule idée sur la transparence. Alors je veux dire d'abord la valeur positive ou la valeur négative, on va commencer par là. Vous connaissez cette idée, être visible, être suspect. Si vous commencez à parler de la non-transparence, de votre désir d'intimité, de votre désir de vie privée, eh bien, on va dire, mais bizarrement, vous êtes suspect. C'est très étrange, cette idée de, si vous n'êtes pas transparent, c'est pas parce que vous voulez simplement que votre vie privée, votre intimité, votre fort intérieur presque soit garanti, mais c'est pas normal que dans une société d'information, on puisse comme ça avoir quelques idées sur sa propre intimité. Alors, voilà la première chose que je voulais dire sur le sens de la transparence. Et alors, un deuxième aspect, je dirais, en jouant sur les mots, je dirais, mais la transparence du sens, maintenant. Eh bien, en droit, on sait pertinemment qu'il y a plein de domaines où la transparence paraît difficile. Alors, soit elle est imposée par le numérique, hein, c'est la société d'information a imposé l'accessibilité, etc. Mais maintenant, non seulement la société d'information, mais la société de la décision algorithmique est en train de, justement, d'essayer par un certain nombre de lois qu'on connaît depuis quelques années, essayer de cadrer ce que pourrait être un droit à la transparence et un droit aussi de se garantir contre cette transparence. Alors, la transparence du sens, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup de domaines où le secret, je ne parlerai pas du secteur privé, je vous laisserai, mes chers collègues, mais au moins du côté de l'État, il y a beaucoup d'aspects où il n'est pas possible que l'État soit transparent. D'abord, le pouvoir n'aime pas beaucoup la transparence. Mais je vais citer quelques exemples. Il y a une question de cours, on va dire, que tous les gens qui ont fait du droit public connaissent, c'est les actes de règlement. C'est précisément un domaine où, c'est tout ce qui règle les rapports entre l'exécutif et le législatif, qui règle les questions des relations internationales, la diplomatie. Il est évident qu'il n'y a pas de possibilité de transparence. Mais il y a d'autres choses qui, moi, m'ont intéressé beaucoup. C'est tout simplement le langage. Le langage, est-il transparent à lui-même? C'est pas du tout sûr que le langage soit transparent. Pourquoi est-ce qu'on interprète? Pourquoi on attache tant d'importance à l'interprétation? C'est parce que, justement, le langage n'est pas transparent. Je vais prendre juste un exemple. Le pouvoir discrétionnaire. Ce sont des exemples en droit public, je suis désolée. Mais ce pouvoir discrétionnaire, qui n'est pas du tout un pouvoir arbitraire, c'est simplement le pouvoir de l'administration, à un moment donné, de ne pas donner les raisons de ses décisions. Et non seulement elle a le droit de ne pas les donner, mais elle ne peut pas les donner. C'est-à-dire qu'éventuellement, il y aurait un recours contre cette décision si l'administration donnait les raisons de ces décisions. C'est assez paradoxal. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, d'ailleurs c'est très intéressant parce que Parcoursup, il y a eu une discussion sur Parcoursup, dont je pense on va sûrement en reparler. Et le gouvernement a dit, mais nous, on va pas vous donner accès au secret des délibérations. Ce fameux secret des délibérations, ça veut dire en fait quoi dans ce cas précis? Ça veut dire que tous les critères, tous les paramètres ne seront pas donnés aux étudiants qui resteront sur la touche. Ça veut dire tout simplement ça. Donc pouvoir discrétionnaire, acte de règlement, mais vous avez aussi la marge d'interprétation. Vous le savez pertinemment, au niveau de la cour d'appel, les juges vont interpréter des faits, etc. Donc ça veut dire que c'est pas si transparent que ça. Et puis alors, un dernier cas assez emblématique, c'est l'intime conviction. L'intime conviction qu'on voit justement dans le procès de cour d'assises, l'intime conviction du juge ou tout simplement des jurés, du jury. Donc là aussi, pas de transparence, etc. Donc vous voyez que cette notion de transparence peut à la fois être extrêmement positive, mais dans certains cas, elle n'est pas susceptible d'être poursuivie. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous vouliez commenter ça? Oui, je voudrais ajouter des éléments concrets pour l'avocat. En fait, aujourd'hui, on constate qu'un besoin de transparence considérablement accru. Et ça nous conduit à réfléchir sur l'évolution de la société. Parce que quand on regarde l'histoire, on constate que les piliers d'une société reposent sur l'apparence, la vérité d'apparence. Pourquoi? Parce qu'il existe une relation de confiance. Et lorsque la confiance est trahie,
vient alors le règne de la défiance, et avec lui, une exigence de transparence. Et par conséquent, on voit que dans une société perturbée, au plan politique, par exemple, une démocratie qui cherche, qui redoute les dirigeants, qui conteste les dirigeants, eh bien, il y a peut-être la marque d'une trahison de la confiance donnée. Et par conséquent, une exigence de transparence. Ça, c'est un premier point. Mais à ça, on ajoute plusieurs autres facteurs. Un premier facteur qui est la valeur marchande de la transparence. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on transperce les apparences, on détient des informations, et ces informations peuvent être valorisées. Et ça, c'est l'action des réseaux sociaux. Cette valeur marchande de l'information, on la retrouve aussi dans un autre aspect, et là je me tourne vers M. Brédet, sur les médias. Car une information issue d'un transpercement de l'apparence, cette information peut être vendable. Et on constate aujourd'hui que les chaînes de télévision en continu favorisent justement cette information qui est issue de cette recherche de cette transparence. Et nous avons enfin un élément qui est très important, c'est dans le couple infernal sécurité-liberté. On a une tendance aujourd'hui, au nom de la sécurité, à privilégier donc cette sécurité au préjudice de l'intime, au préjudice de la liberté. Et là, on a un phénomène redoutable d'exigence de transparence. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où apparaît comme une vertu majeure la transparence, c'est-à-dire la vérité. Et je n'évoquerai pas un discours remarquable de Jean-Denis Bredin à l'Académie française qui évoquait l'émergence de cette vérité, et cette vérité issue de la transparence finissait par rendre prisonniers les individus et à les priver de ce qui est de plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur intimité. Je voudrais ici citer un auteur qui est dans la salle, c'est que l'intimité, la confidence, la relation personnelle deviennent aujourd'hui anachroniques, désuètes. Il y a un vertige de la transparence. Et pour nous, avocats, cette évolution est particulièrement redoutable, puisque la transparence apparaît un peu comme une lumière qui brûle l'essence de l'individu. Et le rôle de l'avocat, c'est de veiller précisément à préserver l'individu, à préserver non seulement l'innocence, mais à préserver ce qui est fondamental, ce qui est l'intimité. Et je voudrais juste ajouter un autre élément qui est tiré des livres d'Olivier Babot, pour dire qu'en définitive, l'intimité, qu'est-ce que c'est? Le droit à l'intimité. Mais c'est le droit à l'hypocrisie. Nous sommes tous des hypocrites. Et il faut que nous restions hypocrites. Parce que cette hypocrisie, c'est elle qui nous fait vivre. C'est elle qui nous amène à séduire, alors qu'en définitive, on a un fond différent. C'est elle qui nous amène à jouer. Et la vie, c'est cela. L'intimité, c'est cela. Et lorsque vous avez une transparence qui vient détruire cette intimité, c'est l'individu qui se trouve à terre. Il y a quand même un point que vous n'avez pas évoqué là, mais sur lequel on aimerait vous entendre, c'est autour du secret professionnel et de la transparence. Comment ça s'articule, ça? Alors, pour vous, pour un avocat. Pour l'avocat, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais bâtonnier en 1996, j'avais des perquisitions de juges d'instruction, quasiment une perquisition tous les 2 jours. C'était formidable pour le juge d'instruction parce que aller dans un cabinet d'avocat, c'est mettre la main sur tous les péchés du monde. Et par conséquent, c'est une formidable occasion de développer un sens de la morale et de faire respecter la justice. Alors, les avocats se sont révoltés contre cette situation. Aller à la pêche aux filets dérivants dans les cabinets d'avocats, c'est totalement insupportable.
On a donc pris des dispositions pour faire en sorte que les bâtonniers puissent mettre sous scellé les documents afin d'empêcher leur communication, puisqu'une information connue, elle vole, elle est connue, c'est fini. Donc nous avons mis en place un dispositif qui n'a pas été sans mal, mais les autorités politiques s'opposaient à ces mécanismes. Et vous avez cette évolution à propos du secret professionnel sur laquelle on pourra revenir, c'est que aujourd'hui, dans un principe de sécurité qui est recherché par les conventions internationales relativement à la lutte contre le blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme, l'avocat à Bruxelles était devenu comme une banque, c'est-à-dire débiteur d'une obligation de révélation. Et donc il a fallu, pour la profession, effectivement se battre. Et là, j'indiquerai que nous avons beaucoup de chance. C'est qu'en fait, dans ce débat sur sécurité et liberté, les hommes politiques ou les femmes politiques sont pris au piège de la vox populi. Cette opinion publique que Moreau Jaffery appelait cette prostituée qui tire le juge ou l'homme politique par la manche. Et cette évolution fait que même les juges ont du mal à respecter les principes. Et nous avons la chance d'avoir la Convention européenne des droits de l'homme ou encore la Charte des droits fondamentaux qui est inclue dans le traité de Lisbonne. Et les principaux points d'appui actuels que la profession d'avocat a pu recueillir viennent de Strasbourg et viennent de la Cour du Luxembourg. Alors restons dans les pratiques professionnelles. Alexis Brézé, le journaliste face à la transparence, est-ce que c'est un professionnel de la transparence? Est-ce qu'il doit justement aussi avoir des secrets professionnels? Évidemment, on pense au secret des sources. Comment vous réagissez par rapport à cette injonction de la transparence? Tout le paradoxe dont parlait Daniel Boursier tout à l'heure, c'est que les journalistes, ils sont évidemment toujours pour la transparence, pour toujours plus de transparence, sauf quand il s'agit d'eux. Le secret des sources. Ils ont, je pense, raison, dans ce cas-là, d'être beaucoup plus réticents vis-à-vis de la transparence. Et donc moi, je voudrais pas vous décevoir ou peut-être ne pas répondre à un rôle qui m'a été assigné dans un débat, mais cette affaire de... Il n'y a pas de rôle assigné dans le débat. Mais je le savais, c'était de la rhétorique. Voilà. Cette affaire de transparence, de mon côté, quoique journaliste, ou peut-être parce que journaliste, moi j'ai la plus grande méfiance pour cette idéologie de la transparence. Car je crois que profondément, la transparence n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est une vision du monde, c'est une idéologie dont la ruse, comme toutes les idéologies, est de se faire passer pour quelque chose qui n'est pas une idéologie. Vous disiez tout à l'heure un besoin de transparence, un vertige de transparence. Je crois que la vérité, c'est une assignation, une obligation à la transparence. Il faut absolument aujourd'hui être transparent. Il y a des lois pour la transparence, des commissions pour la transparence, des chartes pour la transparence. On voulait même faire une charte pour la transparence du statut de la première dame. Puis finalement, ça n'a pas été fait. Donc tout doit être transparent au bureau. Je sais pas, vous l'avez sûrement remarqué. Maintenant, en toute transparence, je vais te dire. Généralement, ça veut dire que soit on cache quelque chose, soit qu'on va dire une vacherie. En toute transparence, je dois dire, t'as pas été très bon. Mais donc, il y a quelque chose d'absolument obligatoire dans la transparence qui, à mon avis, reflète ce caractère idéologique d'une vision du monde qui remonte loin, dont on pourrait essayer de tracer les racines, de vous trouver les racines, les linéaments. Il y a évidemment... Je crois, et je ne veux pas offenser dans ce lieu les consciences œcuméniques, mais je pense qu'il faut chercher du côté de Luther, du côté de la réforme. Et je pense qu'il y aurait une analyse très intéressante à faire entre protestantisme et catholicisme, entre la transparence d'un côté et le clair-obscur de l'autre, la religion de la communauté où chacun vit sous le regard de l'autre dans un lien direct avec Dieu, et pas la même chose que la religion catholique où il y a l'intermédiation du clergé. Et puis qu'il y a la région du confessionnal, c'est quelque chose qui ressemble plus au clair-obscur, à la nuance, à tout ce dont Babot parle. Le livre de Babot dont vous avez parlé, absolument formidable, cet éloge de l'hypocrisie. Je pense, moi, que Babot a raison. La vie en société, c'est la civilité, la courtoisie, la bienséance. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de la transparence, c'est un obstacle qu'on met entre soi et l'autre pour rendre les rapports humains supportables. Juste un point. Donc ça veut dire que le journaliste doit s'assigner des limites à ne pas franchir dans les révélations, par exemple, ou dans l'accès aux sources. Avant de raisonner en journaliste, je voudrais raisonner en citoyen, en être humain. Pousser la transparence à la limite. Et Daniel Boursier, vous le disiez tout à l'heure en disant quelqu'un qui n'est pas transparent, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Reprenez ce que Robespierre disait à la Convention. Je dis que quiconque tremble en ce moment
est coupable, car jamais l'innocent ne redoute la surveillance publique. C'est ça la société de la transparence. Et on dit, oh bah ouais, c'est Robespierre, c'est la Révolution, tout ça c'est loin. C'est un peu excessif. Oui, bon, bref. Benoît Hamon, à propos des écoutes de Sarkozy, si l'on sait que l'on peut être écouté, qu'on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté. C'est ça la société de la transparence absolue. Cette société-là, moi, elle me paraît terrifiante. Ça ne veut pas dire que je suis pour tout cacher, l'obscurité, mais il y a quand même quelque chose, y compris dans le travail journalistique, qui fait qu'il y a des limites à la transparence. La vraie question, vous l'évoquez, celle de la vérité. Est-ce que la transparence est un moyen d'accéder à une certaine vérité? Sûrement, parfois. Il s'agit de dégager la vérité, somme d'obstacles qui l'obscurcissent. Mais est-ce que la transparence permet toujours d'aller vers plus de vérité? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. La transparence, en vous focalisant sur un petit détail sans grand intérêt, mais pour lequel on va se passionner, parce que ça fait vendre, parce que ça fait bien, va peut-être vous faire passer à côté de la vérité ou de la réalité intéressante des choses. Prenons l'affaire Cahuzac. Je ne défends pas la fraude fiscale, c'est très mal. Je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité quand on est un homme politique dans une société démocratique qui repose sur le consentement populaire. Et l'exemplarité n'est pas un vain mot. Mais n'empêche, est-ce que Jérôme Cahuzac aurait été ou a été un moins bon ministre du budget parce qu'il a caché de l'argent en Suisse? Est-ce que Christian Eckert, qui a succédé à Jérôme Cahuzac, est un meilleur ministre du budget parce qu'il était d'une scrupuleuse honnêteté? C'est quand même des questions qu'il faut se poser. Ça ne veut pas dire que c'est très bien ou normal de cacher de l'argent en Suisse, mais ça veut dire que si on s'intéresse à la vie en société, la transparence n'est pas la raison de tout, et notamment à la vie politique. Prenez Churchill, un gars qui buvait du whisky le matin. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, mais il est mort. Et un gars qui étant alpagué par une dame dans un cocktail, il lui dit « Monsieur, je ne vous parle pas, vous êtes ivre ». Elle lui dit « Mais madame, demain, je ne serai plus ivre et vous serez toujours moche ». Mais ce Churchill, sa carrière, elle est morte, elle est rompue. Ça ressemble un peu aux histoires de Vauquier, etc. Finalement, si cette transparence-là s'était appliquée à l'époque de Churchill, je ne suis pas sûr que l'humanité, l'histoire en eût été meilleure. Donc je crois qu'il y a un bon usage de la transparence, mais que l'idéologie de la transparence absolue est pour moi quelque chose d'absolument dangereux dont il faut se prémunir. Comment vous réagissez à cette manière de Daniel Boursier? Bon, alors je suis obligée de prendre le contre-pied. Ah bah oui. Bon, bah, non, alors oui, je dirais normalement, que quand même dans votre métier, on a quand même eu la fameuse affaire de Snowden. On a eu, et là c'est quand même très intéressant de voir ce qui s'est passé. Il a bien fallu à un moment donné révéler des choses qui étaient complètement cachées. Et là, la transparence, une certaine transparence, on va dire, une certaine diffusion des informations était bien utile pour connaître une certaine vérité, là aussi. Donc, voilà. Et d'ailleurs, la presse a participé à cette transparence. Bon, il y a d'abord eu des gens comme Snowden, mais la presse, après, s'est emparée de cela. Alors moi je voudrais juste ajouter quelque chose. Donc dans mon domaine, ne serait-ce que le droit et les technologies, c'est vrai que là aussi on est obligé de sauter un petit peu du coq à l'âne, mais si on veut vraiment saisir toute cette idée de transparence, bon, pourquoi c'est né aussi en ce moment? Parce que quand même la société dite de l'information qui se concrétise sur le réseau, sur Internet, on peut pas dire que vraiment ce soit une société transparente. Là aussi, vous critiquez la transparence, mais moi je trouve que ce qu'on demande, ce n'est pas de la transparence, justement. On demande des informations sur les gens, mais c'est plus que de la transparence, c'est de la vie privée. Oui, c'est ce que Régis Debray appelle l'obscénité démocratique. Alors, il faut quand même que les États soient extrêmement vigilants avec ces nouveaux outils. Je crois qu'il faut absolument que ça fasse partie de ces... par exemple, je pense que tout ce qu'on dit sur les algorithmes, on va pas en faire la soirée, mais il est évident que les algorithmes, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est une régression par rapport à l'intelligence artificielle que j'ai connue, hélas, il y a 20 ans, qui était une intelligence artificielle beaucoup plus liée à une réflexion sur la façon dont raisonnent les juristes, par exemple, beaucoup plus sur comment la machine va pouvoir simuler le raisonnement humain. Mais maintenant, l'algorithme
qu'est-ce que c'est que l'algorithme? Décide. Il décide et on ne connaît absolument pas les motivations, on ne connaît pas la loi générale. Alors ne parlons pas des algorithmes non supervisés qui, eux, se nourrissent de l'ensemble des données qui arrivent de façon dynamique et on ne sait même plus sur quelles données la décision est prise, on ne sait plus quelle est la loi générale qui est derrière, parce qu'elle a été construite, on va dire, à l'intérieur de l'algorithme comme émergente. Et là, je trouve qu'on est en train de casser un peu tout ce sur quoi notre société était fondée, à savoir une loi générale, des décisions individuelles qui sont motivées, la possibilité de contrôler et d'aller devant le juge pour critiquer cette décision sur le fait que les motifs, en fait, ce pas des bons motifs, il y a eu des tournements de pouvoir, etc. Donc là, il y a vraiment quand même des outils qui sont par définition non transparents. Et ça, c'est encore un autre problème. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez des notions de transparence, en échangeant, en préparant cette soirée, vous disiez, aujourd'hui, la transparence est issue de la complexité des sociétés. Oui, donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que ce que vous dites quand vous parlez d'époque de la transparence, ça vient aussi de ça vient de sociétés de plus en plus complexes dont on a envie, dont le citoyen a envie de percer le sens, c'est ça? Oui, une société, enfin bon, si on est strict sur la notion de complexité, la complexité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système où il y a des éléments qui interagissent de façon permanente, de façon dynamique, c'est cybernétique, qui n'est pas stabilisé. Donc là, il y a effectivement un vrai problème. La complexité fait que il y a une fluidité, comme avait dit un autre sociologue. La fluidité, si vous voulez, on est dans une société où il est beaucoup plus difficile la notion de transparence, mais aussi comment fixer des faits. Maintenant, on se demande si on va avoir des faits, on n'aura plus que des données. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de basculer quand même vers d'autres éléments de réflexion. Alors, la synthèse je dois revenir sur l'affaire Cahuzac, elle est intéressante, car comme vous le dites, c'était sans doute un bon ministre et un mauvais contribuable. L'affaire est née d'une écoute téléphonique qui a été enregistrée. Donc, technologie nouvelle, enregistrement. Et s'il n'y avait pas eu cette écoute téléphonique et cet enregistrement, M. Cahuzac serait resté ministre. La question est, y a-t-il un dommage pour la société que de ne pas révéler cette écoute téléphonique? En d'autres termes, il a péché, mais le péché n'est pas un obstacle à sa fonction sociale, au mandat qu'il a reçu. Et là, on se retrouve avec, du fait de cette exigence de transparence, on se retrouve avec une société qui s'empare d'un problème qui n'était pas le sien. Et là, on a le type... Excusez-moi si je vous interromps là, mais il n'était pas le sien, mais il était en charge du fait qu'il n'y ait pas de fraude fiscale. Alors... Donc, je veux bien que ça ne soit pas son problème. Ne vous méprenez pas sur je ne vais pas me méprendre, mais il y avait quand même un petit... Non, il n'était pas ministre de la Santé. Si on ne l'avait pas su, on n'aurait pas souffert. Exactement. Pas vu, pas pris. Non, mais il n'y a pas de conséquences, c'est ça que vous voulez dire. Et il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que la société vit d'apparence, et là, tout d'un coup, par ce phénomène de transparence, on découvre quelque chose qui déstabilise la société. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple qui est également concret et qui va très loin. Je vais prendre l'exemple d'une procédure qui est en cours et qui tient à un enregistrement réalisé dans le cadre d'une procédure pénale et qui concerne un fait précis. Il se trouve que, à l'occasion de cet enregistrement, on découvre que un des interlocuteurs imagine quelque chose en appliquant un magistrat. La question s'est posée de savoir si cet élément d'information qui a été reçu en dehors de la spécialité de la mesure d'écoute qui avait été ordonnée, si cet élément d'information pouvait donner lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. Puisqu'à dire vrai, cet élément-là, il ne serait pas apparu s'il n'y avait pas eu l'information ouverte dans la précédente plainte. Et là, la Cour de cassation, depuis une quinzaine d'années, a dit qu'on peut effectivement ouvrir une information sur la base d'une indication qui est versée en dehors de la spécialité de la mesure qui avait été prise.
Et donc, on voit ici le danger auquel on aboutit. C'est-à-dire qu'en réalité, on rentre un peu dans les consciences. Et en rentrant dans les consciences, on peut aller très loin. Et dans le cas particulier, on est allé d'autant plus loin que, d'après les éléments d'information que nous avons, le renvoi devant le tribunal correctionnel porte exclusivement sur des intentions qui ont été faites, émises dans le cadre des échanges téléphoniques. Et on se retrouve ici avec la sanction, le risque d'une sanction de droit pénal sur un péché qui n'a jamais donné lieu à un commencement d'exécution. Et là, on change de registre. Là, on rentre dans l'arbitraire du juge. Alors, on est deux. Excusez-moi. C'est aussi la moralisation de la vie publique, parce que derrière tout ça, il y a la notion de morale. On peut critiquer, mais la notion de moralisation et de transparence a très souvent été liée. Oui, mais la morale et le droit sont deux choses différentes. La moralisation de la vie publique, hein, ouais. Alexis Brézé. Je crois que là, on touche du doigt le lien entre la transparence et les moyens technologiques qui vont décupler cette exigence ou les moyens de mettre en œuvre cette transparence. C'est pas la technologie ni le monde moderne qui rendent la volonté ou le désir de transparence. Il y a les Lumières, Rousseau disait déjà il faut nous débarrasser les zones d'ombre, accéder aux consciences, etc. Kant, c'était déjà cette idée-là. Mais aujourd'hui, les moyens technologiques incroyables, dont les écoutes, vont permettre aux tenants de la transparence d'arriver davantage à la mettre en œuvre. Et puisqu'on parle d'écoute, moi je voudrais, si vous le permettez, juste citer un formidable réquisitoire contre les écoutes téléphoniques. Un dialogue au téléphone, c'est comme une conversation avec soi-même. Si l'interlocuteur est un intime, on s'y livre, on s'y met à nu, on y pense tout, on parle trop vite, on exprime ce qu'on ne pense pas vraiment, on ment, on profère des bêtises, on dit n'importe quoi, on affirme comme une vérité ce dont on doute profondément, on émet des hypothèses, on tâtonne, on trébuche, on est parfois désagréable avec son meilleur ami, bref, on se croit chez soi, à l'abri, dans une intimité protectrice. C'est très bien écrit. Et c'est très juste. Et c'est Dewey Plenel. Et c'est Dewey Plenel, à l'époque où lui-même était victime d'écoutes téléphoniques. Il était victime d'écoutes téléphoniques à l'époque de François Mitterrand, et donc il va s'indigner contre les écoutes téléphoniques, et il dit des choses absolument justes, qui sont un extraordinaire plaidoyer en faveur de cette zone de l'intime, du chez-soi, où les gens n'ont pas forcément des raisons d'aller farfouiller. Donc en fait, ce qui est en jeu là, c'est pas tellement l'écoute, mais c'est de rendre public les résultats d'une écoute. On est bien d'accord. Il y a deux choses. Il y a ce que vous dites là par rapport à un juge, bien sûr, mais il y a aussi qui est le fait de rendre public. La question, c'est pas tant qu'il y ait des écoutes judiciaires. La question, c'est qu'elles sont transmises en direct et jour après jour aux journaux qui les étalent. Mais à ce moment-là, la vérité n'est pas dite. La vérité, l'instruction n'est même pas finie, et le procès n'a pas encore eu lieu. Et donc, ça va introduire un préjugement avant même que le jugement ait eu lieu. C'est absolument... Enfin, on vit aujourd'hui tout le journalisme d'investigation, dit d'investigation, se fait au détriment des règles de droit et de la présomption d'innocence. Alors, bon, c'est comme ça. Il n'y a sans doute pas grand moyen de faire autrement. Mais enfin, c'est pas... aujourd'hui, faire respecter... on pourrait peut-être essayer de faire respecter le secret d'instruction et la présomption d'innocence davantage, peut-être en réservant de temps en temps des zones de publicité qui seraient organisées. Est-ce que ça ferait, pour autant, ça supprimerait ce lien en direct entre un certain nombre d'acteurs et des magistrats et les journalistes? Pas forcément. Derrière cette revendication d'innocence qui se drape souvent de très grands principes et d'une très grande vertu, il y a plein de choses. Il y a aussi le plaisir de la part du journaliste et le plaisir professionnel de la chasse. Je vais me le payer, c'est quelque chose. Il y a l'envie de vendre. Ça va faire de l'audience. Il y a la transparence a des vertus, mais ça n'est pas une pure vertu. Alors, justement, sur ce point, il y a bien deux niveaux. C'est-à-dire que vous voyez qu'une information peut donner lieu à une publication et par conséquent punir déjà pour l'opinion publique la personne qui est visée par cette information. Et ensuite, vous avez l'information qui est le même processus, mais qui est le processus du juge. Et là, on peut s'interroger sur la conjonction qui peut exister entre d'un côté la presse et d'un autre côté le juge. Il faut beaucoup de force pour le juge afin de résister au souffle de la presse. Car quand vous avez une presse qui accable une personne poursuivie,
que le juge vient à relaxer, à ce moment-là, vous allez avoir une opinion publique qui va ne pas comprendre la justice. Oui, mais généralement, la presse accable la personne en question sur la base d'éléments qui lui ont été fournis par un autre juge. Et qui aurait pu peut-être avoir eu la force de ne pas les communiquer. Parce que les journalistes d'investigation, je connais assez peu qui escaladent les bureaux des juges d'instruction la nuit pour aller prendre des dossiers. C'est pas vrai. Il y a bien quelqu'un qui leur donne. Donc, c'est pas une raison pour se satisfaire de cette situation. Je ne m'en satisfais pas. Mais il est bien clair que cette situation est particulièrement grave. Et l'aspect médiatique est extrêmement fort. Quand vous avez une émission de télévision qui passe la veille d'un procès d'assises, c'est une catastrophe pour la défense, parce que la présentation qui est faite dans l'émission de télévision a nécessairement un impact sur le juge. Donc il y a cette relation entre le juge et la presse. Et par conséquent, il y a ici un champ que l'on ne peut pas, malheureusement pas maîtriser. On ne peut pas maîtriser parce qu'il y a la liberté d'information. Et on a une société démocratique a quand même comme pilier le droit à l'information. Un droit, c'est même une exigence de l'information. Donc la balance est compliquée à faire. Et comme les journalistes n'ont pas de déontologie en charte, ils ont tous une déontologie, mais ils n'ont pas une déontologie standard. Il n'est pas possible de parvenir à maîtriser ce dialogue entre la presse et le juge. On sera amené à y revenir là-dessus, certainement, mais je voudrais qu'on passe à la troisième partie de ce débat, parce qu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Et là, on est tous autant qu'on est, actuellement, avec la réglementation générale sur les données personnelles, confrontés à une question de transparence, là. Alors, là-dessus, Daniel Boursier, comment vous évaluez ces évolutions? Est-ce que pour vous c'est positif? Parce que je suis contente, j'avais presque prendre la parole pour quand même parler de ce règlement général de protection des données, règlement européen. Je crois que tout le monde, ça n'a échappé à personne. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord un premier mot. Bravo. Je trouve que ce texte, enfin, tombe vraiment très bien. Parce qu'on a tous souffert, on est tous en train de souffrir quand même de notre propre transparence arrachée, volée, etc. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se réjouissent de cela, d'autant plus que ces fameux GAFA sont toujours à la limite de la prédation. Enfin, je veux dire, dans la mesure où, au niveau fiscal, au niveau même légal, ils sont quand même complètement en dehors de ce qu'il faudrait faire. Alors moi, je crois que c'est d'abord souligner que pour la première fois, l'Europe est en train de prendre la main et de vouloir faire passer des valeurs, parce que à ce niveau-là, on peut dire que c'est quand même une valeur, la protection de la vie privée. Je vous signale que, bon, moi j'étais aux États-Unis il y a quelques temps, j'ai appris que la protection de la vie privée, c'était au niveau du droit de la consommation. Imaginez la loi informatique et liberté au niveau du droit de la consommation. Vous voyez déjà, on n'est plus du tout dans le même, culturellement, dans les mêmes champs. Je pense que nous, la vie privée, enfin ça fait partie de la déclaration de 1789, enfin vous l'avez vous-même évoqué, la charte européenne, c'est une valeur pour laquelle je pense que franchement, les Européens sont sans doute tous d'accord. Ce qui est quand même assez rare, donc pour le souligner. Alors, concernant les algorithmes, alors en plus, je pense que ce règlement a été assez anticipateur, comme d'ailleurs l'a été la loi de 78. Il faut dire que c'est une très très belle loi, très très bien rédigée, et qui prévoyait déjà dans l'article 2 ce que moi j'ai appelé après la décision artificielle. C'est quand même les profils, les scorings, toute cette armada d'outils qu'on a connus après, alors qu'ils se sont développés considérablement. La loi 78 prévoyait déjà qu'une décision ne pouvait pas être uniquement fondée sur le profil d'un individu, c'est-à-dire n'importe quel outil qui aurait donné une solution qui aurait été directement opposable. Parce que là, la question est là. Un certain nombre d'algorithmes, c'est... Bon, pour du marketing, etc., des recommandations. Bon, c'est quand même très embêtant, mais là, on est dans le domaine de l'espace public. On est quand même là, un citoyen face à une décision dont il est lui-même, enfin, qui porte grief,
qui lui est opposable et sur laquelle il n'a pas de connaissance. Donc là, on est, je pense, et alors je pense que ce règlement a fait le maximum pour que, la personne, c'est intéressant comme droit, c'est un droit à refuser de ne pas être traité par un algorithme. C'est intéressant, comme le droit de refuser. Donc, ce droit-là, il est inscrit dans le règlement, et donc il est applicable aux 28 pays européens, 27, 28, je ne sais plus, enfin bref, au moins 27. Et je crois que c'est quand même un progrès d'envisager qu'il ne s'agit pas seulement des big data, mais il s'agit aussi de voir comment les algorithmes vont traiter ces données, ces big data, sans qu'on sache quoi que ce soit de leur évolution. Alexis. Je crois que vous avez absolument raison de dire que les GAFA font courir de grands dangers à nos libertés individuelles, notamment par le traitement des données, mais pas que. Je crois que vous avez absolument raison de dire que c'est une bonne chose que l'Europe enfin se saisisse de ce sujet et essaie de protéger les droits des individus. Je crains malheureusement qu'en l'occurrence, en l'espèce, dans cette affaire de RGPD, les GAFA n'en soient absolument pas affectés. Et ça n'aura aucune conséquence pour les GAFA. Pourquoi ? Le principe, c'est le traitement des données que, vous disiez, les GAFA nous les dérobent. C'est le pire, c'est que nous leur donnons. La transparence est un narcissisme aussi. C'est-à-dire que c'est une tyrannie de soi-même. Nous allons donner aux GAFA tout de notre vie. Nos vacances, nos idées politiques, nos idées religieuses, nos goûts culinaires, tout. Et nous leur donnons parce que nous nous mettons en scène avec un selfie sur notre lieu de vacances, parce que nous postons et nous faisons suivre sur Facebook le post de Besancenot ou de Marine Le Pen. Mais du coup, Monsieur Facebook sait ce qu'on pense à ce moment-là. Et il sait que si j'ai tapé comment on fait pour aller au pèlerinage de la Mecque, que ma religion est probablement musulmane. Et si je dis comment on fait pour aller au pèlerinage de Chartres, il pensera que je suis plutôt catholique. Donc tout ça, il le sait, Facebook. Et Google sait. Ça, c'est Google par les recherches. Donc, ils ont une masse de données incroyable. Et l'Europe dit, il faut désormais que les individus donnent leur consentement. Et maintenant, les GAFA donc, devront demander leur consentement. Mais ils vont le faire, ils le font déjà. Et on leur donnera. On leur donnera parce qu'il n'y a pas de concurrence. Si vous voulez aujourd'hui un moteur de recherche, vous allez dire non, je ne veux pas de Google. Non, vous accepterez, nous acceptons tous ce que nous demande Google. Il y a d'autres moteurs de recherche, il y a Quant, etc. Mais Quant existe. Il existe, oui. Mais, oui. Moi, je l'utilise tous les jours et ça marche. 0,001% des gens qui, par militantisme, c'est recommandable. Mais la vérité, c'est que les gens se diront... si le prix à payer pour me servir de Google... Je le regrette, attention, mais je dis juste que cet instrument-là ne permet pas de réduire les GAFA. Alors, il y a quand même des éléments, excusez-moi, mais il y a quand même des éléments qui sont positifs. La notion de portabilité des données. Oui, ça c'est très bien. D'accord. C'est quelque chose de symboliquement très important, pas seulement symboliquement, techniquement. Ça veut dire que... Alors moi, je suis contre l'appropriation des données. Je crois que c'est un modèle qui marche pas. On en a discuté la semaine dernière à l'Institut d'Hydro. Visiblement, c'est pas possible. Mais il est tout à fait possible de créer, par exemple, de trouver des techniques, des dispositifs qui mettent toutes ces données, par exemple les données de santé, dans des communs de santé, une agence qui pourrait éventuellement être un intermédiaire entre nous et les GAFA, et qu'on ne soit pas laissé seul, pauvres petits internautes, à faire un recours contre ces machines-là. On ne peut pas lutter contre ça. Oui, mais aujourd'hui, il n'en est pas question de ça. Mais aujourd'hui, non. Mais maintenant, on est sur une autre logique. La prise de conscience, elle est bonne, mais je dis juste que le moyen utilisé ne change rien. Les données de votre monde connecté, vos données de santé, de cœur, etc., continueront d'aller chez Apple. Mais vous pouvez les demander. Vous pouvez demander à les retirer. Vous les avez, oui, mais eux les ont et eux vont les vendre. Et eux vont pouvoir les vendre. Ils doivent vous demander l'autorisation. Mais vous les signerez l'occasion parce que vous voulez votre monde connecté d'Apple. Non, pas du tout. Mais vous ne pouvez pas faire le choix. C'est-à-dire que c'est apprendre ou à laisser Google, Apple, Facebook, Instagram, ou vous dites oui ou vous dites non. Vous ne pouvez pas dire oui, mais pas ça, oui, mais pas ça, oui, mais pas ça. Et donc, du coup, écoutez, il y aura des sanctions, et puis c'est tout. Les sanctions sont énormes. Non, mais ils vous demanderont, ils vous diront, Monsieur Facebook vous dira, est-ce que vous m'autorisez à récolter toutes vos données, à les fourguer à des tiers, à les revendre, et vous
tous ceux et tous ceux. Mais vous allez enfants. accepter, je crois pas. Mais je m'en sers pas. Mais je suis sur Facebook. Mais oui, mais les milliards de gens va qui pas sont sur accepter ça. Mais ils le font déjà. Mais justement, maintenant, c'est beaucoup plus explicite. On doit le faire pour une finalité. Ils doivent obligatoirement, ça c'est nouveau dans la loi. Oui, il y a il y a quand même des choses nouvelles dans la loi. Je suis bien d'accord avec vous que l'application sera difficile. Mais je crois qu'on est en train de retourner une charge de la preuve. Et ça, c'est important. Maintenant, le consentement sera plus, soi-disant, plus éclairé. Mais ce sera une cause. Bernard Battier, ce règlement moi, pour vous je partage tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. En fait, on a sur ce sujet une prise de position européenne très forte. Donc ça, c'est tout à fait intéressant sur un plan politique. Le problème qu'il y a, c'est le comportement des individus. Et avoir libre accès à tous les réseaux contre une décharge ne fera pas obstacle à l'utilisation des données, bien évidemment. Par conséquent, on est au début d'une reprise de notre souveraineté. Et là, il y a tout un développement à faire. Je suis d'accord, ça Et sera là, difficile. C'est le premier pas. Il faut que l'Europe puisse se doter d'instruments. Mais ça va être très difficile parce que la position dominante des GAFA est considérable. En allant bien au-delà de ce qu'on fait actuellement, vous parliez très justement, madame, d'inégalité fiscale. Alors là aussi, c'est plutôt un bon signe. On sent que l'Europe, que Bercy commence à dire que c'est quand même pas normal que ces gens qui gagnent des milliards n'en paient quasiment rien, ou en Irlande, etc. Sauf que chaque fois qu'au niveau de l'Europe on essaie, il y a toujours l'Irlande, Malte, je ne sais pas trop qui dit non, c'est pas le moment. Et les choses avancent très très peu. Il y a la question de l'irresponsabilité civile et pénale des GAFA. Aujourd'hui, le directeur de publication d'un journal, d'un média numérique, d'une télévision, est responsable de tout ce qui passe à l'intérieur de son site, par exemple. Le moindre commentaire d'un internaute du Figaro, du Monde, qui serait haineux, raciste, antisémite, et sur le motif de ce commentaire, sur des millions, le directeur de la publication est susceptible de passer devant les tribunaux et être attaqué parce qu'il est responsable de tout ce qu'il y a sur son site. À côté de cela, vous avez monsieur Facebook qui laisse passer sur ce qui n'est pas un site, ce qui est un tuyau, donc il ne sait pas ce qui passe. Et donc il laisse passer des vidéos de décapitation, des trucs pédophiles, des machins d'une immense violence, des appels à la haine. Et il dit, mais je ne suis pas responsable. Et aujourd'hui, il n'est pas responsable. Donc là, il y a une inégalité qui est Il commence à y avoir une jurisprudence qui commence à se mettre en place. Mais sauf que c'est jamais Facebook qu'on attaque, ni Google, ni... On essaie de trouver la source et on ne la trouve jamais parce qu'elle est tellement loin. Mais je crois que les règles de droit, alors là, je trouve qu'actuellement, les règles de droit sont notre dernier rempart. Ah oui, je suis... Et je crois que le droit doit vraiment avoir un peu d'imagination, ce qu'il n'a pas toujours, je suis bien d'accord, qui est quelquefois timoré, mais moi je crois beaucoup parce qu'on peut opposer ça. Bon, bien sûr, ça ne sera pas appliqué. Je dis toujours, c'est pas parce qu'il y a un code pénal qu'il n'y a plus de voleurs, vous êtes bien d'accord. Bon, mais quand même, il faut bien un code pénal quelque part. Si on ne donne pas des limites... Ah mais je suis bien d'accord. Donc il faut moins que ça serve à ça. Ah oui, mais sauf que pour l'instant, on n'y est pas. Il faudrait elles viennent. Le problème qu'il y a, c'est que les GAFA sont aux États-Unis et donc... Oui, mais justement, maintenant, non, mais la question aussi qui a été posée très très bien dans ce règlement, c'est que c'est plus le lieu d'établissement. Parce que bien sûr, ils jouent avec ça, cache-cache, vous savez pertinemment. C'est à partir du moment où ils traitent des données de quelqu'un de tel pays qu'ils sont responsables. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes juriste, vous savez très très bien qu'à partir de là, on peut vraiment coincer les gens, quoi. Non, je parle des données, mais pas des contenus. Ils ne sont pas responsables des contenus qui passent dans leurs tuyaux. Et on ne connaît pas non plus l'algorithme qui va servir. Je pense que tout ça va se mettre en place. Non, mais bien sûr, c'est pas... Je plaide pour. Justement, puisqu'on arrive à la fin de votre débat, il y a une tradition au Mardi les Bernardins, c'est qu'on fait un dernier tour de table, et ça s'appelle les mots de la fin, et on donne une raison d'espérer. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Donc on va commencer par vous, Daniel Boursier, puisque là vous venez nous donner le début d'une raison d'espérer. Eh bien, oui, je vais insister. C'est pas exactement ma façon de me comporter. J'aime bien voir, critiquer. J'aime bien parce que je trouve que c'est pas véritablement négatif de critiquer. Ça permet d'améliorer les choses. Mais là, j'estime que pour la première fois, il y a eu un pas, pas seulement juridique, mais sur des valeurs, sur une axiologie que l'Europe
a permis de diffuser de par le monde. Moi, je dis, j'étais donc aux États-Unis il y a quelque temps, on m'a dit, mais c'était en Californie en plus, on m'a dit, mais s'il y avait un juriste là qui venait et qui cherchait du travail et qui connaissent bien le règlement, on le prend tout de suite. Ils sont un peu terrorisés. Je ne crois pas que ce soit vraiment... Ils sont un peu terrorisés parce que le montant maintenant des sanctions est énorme. Bon. Ouais. Et juste une parenthèse, ils sont tellement terrorisés qu'ils ont dit, puisque l'Europe impose des contraintes terribles en matière de vie privée, tout ça, et que si jamais... il faut savoir que les GAFA sont aussi adserveurs de publicité. Et donc on dit, si jamais nous vous envoyons de la publicité, nous pourrions être contraints de respecter ces règles-là. Donc nous allons arrêter de vous envoyer, de vous adresser ces énormes campagnes publicitaires. Et donc pour toute une série de médias numériques, notamment français et européens, la source publicitaire en 15 jours là s'est effondrée. Parce que les GAFA ont dit, ce qui est aussi un moyen de faire pression en disant, votre truc, on n'en veut pas et donc vous n'aurez pas la pub. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, Zuckerberg était invité dans une conférence et qu'il a dit cette phrase incroyable, la vie privée n'existe pas. Sûr. Donc vous vous rendez compte que 2 ans après, il y a quand même un règlement qui est en train de... Enfin, la vie privée n'existe pas. Moi, je l'ai entendu, cette phrase. Excusez-moi, mais là, on est dans les raisons espérées. Hein. Donc, non, mais... Ah non, mais je suis obligé. Là. Bon, c'est tout. Espérons dans Bernard Vattier. L'application de ce règlement. Non, alors moi, j'avais beaucoup d'espoir dans les jurisprudences européennes où les dispositions sont prises pour veiller justement à ce que les dispositifs juridiques qui sont mis en place puissent être valables en dépit des législations internes qui ont tendance à être beaucoup plus flexibles. Et nous avons par conséquent la chance d'avoir des juridictions à Luxembourg et à Strasbourg qui permettent de veiller sur l'intimité. Derrière l'intimité, c'est aussi la protection des données. Je pense qu'il y aura un parcours à faire à partir d'aujourd'hui sur l'évolution de ce nouveau dispositif. Ouais. Et on va voir l'importance que les juges vont être en mesure de sanctionner. Je pense que je mets beaucoup d'espoir, car la philosophie qui se dégage des jurisprudences est une philosophie protectrice du droit à l'intimité, du droit de la propriété des données, et qui est en même temps équilibrée par rapport aux exigences de sécurité, puisque, dire vrai, le problème de la sécurité est le problème dominant dans la question de la transparence. Alexis Brézé. Sur tout ce sujet, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de s'opérer. Je ne veux pas qu'on se trompe. Ma critique ne portait pas sur la nécessité de faire, mais sur l'insuffisance de ce qui est fait. Hein, que ce soit vraiment clair. Je considère que la vraie menace qui pèse aujourd'hui sur nos libertés publiques, privées et publiques, et sur nos démocraties, vient des GAFA. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne mesure pas. Et c'est pour ça qu'au-delà du droit... ce mouvement du droit, pour aller plus loin, doit être porté par l'opinion. Et on en est encore très loin. Mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, alors ça a l'air un peu un intérêt de boutique, mais aujourd'hui, les GAFA dominent 80% du marché de la pub en ligne et 90% du marché de la pub sur mobile. Les médias d'information, tous, de gauche, de droite, du centre, vivent de la publicité. À part 1 ou 2 qui vivent que de l'abonnement. Mais les grands médias d'information, pour financer une grande rédaction d'information, il faut de la pub, sinon on est mort. Toutes les rédactions ont essayé de transposer, sont en train de faire ce grand mouvement du papier vers le numérique. Et ça, pour un certain nombre, Figaro, Le Monde, L'Écho, tout ça marche très bien. Le problème, c'est que la totalité ou quasi-totalité de la publicité est captée par les GAFA. Et que donc, si le mouvement est prolongé, si on prolonge les courbes, pas besoin d'un fait polytechnique, dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y a plus un média indépendant européen. Il n'y en aura plus un seul. Il y aura des trucs qui ont été rachetés, l'un par Google, l'autre par Facebook, le troisième par Apple, qui seront des serviteurs de leur maître américain. Il y aura un média russe, il y aura un média chinois, parce qu'ils s'offraient, mais il n'y aura plus un seul média européen. Donc, à côté des menaces sur la vie privée dont on vient de parler, il y a aussi les menaces sur notre vie publique. Donc, le vrai danger, il est là. Et donc, je pense que là, on est au début, mais c'est pour ça que je suis un peu véhément, mais c'est pour qu'on aille plus loin, au début d'une prise de conscience, que cette prise de conscience, elle passe par un certain nombre de règles de droit, mais qu'elle passe aussi par la mobilisation de l'opinion, et le fait, par exemple, qu'on voit...
tous ces scandales autour de Facebook, ça, un certain nombre de gens qui disent j'arrête Facebook, je me déconnecte, tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le fait que le grand patron de Procter & Gamble, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin dans le Figaro, dit je vais retirer le tiers de ma pub que je mets sur les GAFA parce que c'est pas clair, c'est au milieu de contenus qui ne sont pas contrôlés, pas ce qu'on appelle brand safety, etc. Je pense qu'on est au début de quelque chose. Sauf que maintenant, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin et que les GAFA, eux, vont très, très, très vite. Merci Daniel Boursier, merci Bernard Vattier, merci Alexis Brézé pour ces échanges éclairants. Merci encore au groupe de réflexion des avocats du Collège des Bernardins qui a préparé cette soirée. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau débat le 19 juin sur le thème « Quelle limite éthique à la fulgurante progression médicale ?» Bonsoir.